du sang coulait sur les poignets du général Vanessa Montgomery tandis que les menottes métalliques s'enfonçaient plus profondément dans sa peau, les bords tranchants dessinant des lignes cramoisies de protestation silencieuse. « Madame, arrêtez de résister », ricana l'officier Brennan, les resserrant davantage, son sourire narquois étant une cruelle démonstration de contrôle. Il ne savait pas que, quelque part loin de cette route du comté de Pinewood, le secrétaire à la défense observait ce moment précis se dérouler en temps réel, son doigt posé juste au-dessus du bouton d'appel du juge en chef du comté. Mais avant d'approfondir cette histoire poignante d'injustice et d'humiliation, prenez un moment pour nous dire d'où vous regardez dans les commentaires. Si vous croyez qu'il faut se lever contre la discrimination, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous, rejoignez une communauté qui refuse de rester silencieuse face à l'oppression. Revenons maintenant là où tout a commencé, au moment où un chef militaire vénéré et décoré, symbole de force et de persévérance, s'est retrouvé enchaîné comme un criminel pour le délit tacite de conduire alors qu'il était noir. La générale Vanessa Montgomery n'aurait jamais imaginé qu'après 3 décennies de respect indéfectible sur les champs de bataille du monde entier, elle serait un jour traitée avec une telle indignité sur le sol même qu'elle avait juré de défendre. En tant que première femme noire de l'histoire à atteindre le grade de général 4 étoiles dans l'armée américaine, elle avait brisé des barrières jugées infranchissables, avait dirigé des bataillons dans des missions que d'autres avaient jugées impossibles et avait négocié face à face avec des dirigeants mondiaux qui avaient initialement douté d'elle, jusqu'à ce que son génie stratégique transforme le scepticisme en respect. Et pourtant, ici à Pinewood, vêtue non pas du pouvoir et du prestige de son uniforme mais de simples vêtements civils, elle ressentait un malaise qu'elle n'avait pas connu depuis des années, une sorte de vulnérabilité qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses premiers déploiements. La petite ville conservatrice n'avait pas beaucoup changé depuis ses visites d'enfance chez tante Joséphine. Ses rues bordées d'arbres conservaient le même charme de carte postale, mais sous cet extérieur pittoresque, le vieux courant de tension raciale ronronnait comme par le passé, constant et insidieux. Vanessa le sentit immédiatement à la station-service en périphérie de la ville, où le sourire forcé du préposé s'évanouit dès qu'elle sortit de sa modeste voiture de location. Son regard traquait chacun de ses mouvements avec une méfiance discrète, comme s'il s'attendait à un vol plutôt qu'aux $60 qu'elle lui tendait pour de l'essence et une bouteille d'eau. « Tu passes ou tu restes ?» demanda-t-il, ses mots chargés d'une curiosité plus que polie. « Je rends visite à ma famille », répondit-elle d'un ton soigneusement neutre. Des années passées à évoluer en terrain hostile au sens propre comme au sens politique lui avaient appris à savoir quand s'engager et quand s'éloigner. Alors qu'elle s'enfonçait dans la ville, vers le quartier familier de sa tante, des souvenirs refirent surface, des fragments d'été passés sur le porche de tante Joséphine, des décennies plus tôt. Des enfants jouaient dans la chaleur de juillet, leur rire n'étant interrompu que par les appels de leurs parents, qui les appelaient souvent à l'intérieur dès que Vanessa approchait, espérant se joindre à leur jeu. Dès l'âge de 12 ans, lors de son premier séjour prolongé, elle avait appris à reconnaître les regards voilés, les raideurs subtiles des épaules, le langage codé enveloppé du charme du Sud. Elle avait intériorisé la leçon, toutes les batailles ne portaient pas d'uniforme ni ne déployaient de drapeau. À 52 ans, ces mêmes hostilités tacites refirent surface, comme une chanson dont elle n'avait pas voulu se souvenir. En passant devant les devantures familières et les palissades blanches, elle remarqua le contraste saisissant dans la visibilité policière, les voitures de patrouille concentrées dans les quartiers noirs, le calme banalisé des voitures blanches. C'était frappant, mais sans surprise, rappelant les disparités qu'elle avait observées sur tous les continents. Mais là, c'était personnel. Elle s'est arrêtée brièvement pour répondre à un appel du colonel Richard, son commandant en second de confiance, pour finaliser les détails d'un prochain exercice militaire conjoint qu'elle superviserait après son retour de cette courte visite familiale. Tout se déroule comme prévu, général, rapporta Richard d'un ton sec. La 6e flotte a confirmé sa participation et nous avons obtenu les ressources supplémentaires que vous avez demandées. Vanessa a répondu avec une précision pratiquée, son comportement professionnel intact malgré l'absence de son uniforme. Je réviserai les protocoles définitifs mardi à mon retour. Tenez-moi au courant de l'évolution de la situation. En raccrochant, elle aperçut une voiture de police immobilisée à proximité. Les 2 policiers à bord la surveillaient, intensément et effrontément. Elle reprit la route, continuant vers la maison de tante Joséphine. Mais la voiture de patrouille la suivit, feu éteint, maintenant une distance constante de quelques longueurs de voiture. 3 pâtés de maison passèrent, puis 4. Vanessa respecta scrupuleusement la limitation de vitesse, signala chaque virage avec une précision robotique, obéit à chaque loi, à chaque consigne, comme si elle était sous surveillance. Pourtant, le croiseur a suivi. Une pression familière revint dans sa poitrine,
une sensation viscérale qu'elle n'avait pas ressentie depuis ses débuts à West Point, lorsque les instructeurs scrutaient chacune de ses respirations, attendant le moindre faux pas pour valider leurs hypothèses. Puis les gyrophares ont retenti, la sirène a hurlé, et elle s'est arrêtée promptement. Les mains à 10h02 sur le volant, elle a maintenu sa position. Elle connaissait la manœuvre. Les agents Brian Brennan et Mike Larson se sont approchés avec une formalité stricte, les mains près de leurs étuis. Leur geste était prudent, répété et manifestement agressif pour ce qui aurait dû être un contrôle routier de routine. Brennan, trapu, cheveux courts et lunettes de soleil miroir, prit la relève. Larson se dirigea silencieusement vers le passager, se positionnant tactiquement. Vanessa observa chaque détail, son instinct militaire se réveillant. « Permis et immatriculation », a rétorqué Brennan, sans donner de raison à l'arrêt. « Puis-je vous demander pourquoi on m'arrête, agent ?» Le ton de Vanessa était calme et posé, la voix qui avait autrefois commandé des opérations entières en zones hostiles. La question sembla toucher une corde sensible. Brennan serra les mâchoires tandis qu'il répétait sa demande, plus fort cette fois. « Permis et immatriculation. » D'abord, madame. Nous posons les questions ici. Vanessa n'a pas bronché. Je fournirai ces documents, officier, mais je crois avoir le droit de connaître la raison de cette interpellation. Respectueuse mais ferme, elle avait passé sa vie à maîtriser cette phrase. La main de Brennan se dirigea vers son arme, sa position s'élargissant, tandis que Larson contournait le véhicule pour trouver un meilleur angle. Sors de la voiture. Maintenant. Son ton avait changé. Ce n'était plus officiel, c'était un défi. Vanessa se déplaçait avec un contrôle délibéré, ouvrant lentement sa porte, marchant sur le trottoir tandis que le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres obliques sur la rue calme. Elle se tenait grande, mesurant 1,75 mètres, les épaules carrées par des années de commandement. Je suis le général Vanessa Montgomery, de l'armée américaine. Je suis en ville pour rendre visite à ma tante âgée qui est malade, expliqua-t-elle d'une voix assurée malgré l'adrénaline qui montait dans ses veines. Le sourire narquois de Brennan réapparut. Il jeta un coup d'œil amusé à Larson. Général, hein? Et je suis le président, dit-il avec une déférence moqueuse. J'ai entendu beaucoup d'histoires dans ce métier, mais celle-là, c'est nouveau. Larson rit, faisant le tour de la location avec un dédain évident. Qu'est-ce qui amène un général dans notre petite ville, dans un appartement à petit budget? L'armée ne doit plus payer autant qu'avant. Ils se tenaient trop près, leur posture délibérément envahissante, une intimidation classique. La main de Brennan s'attarda près de son arme, tandis que Larson se plaçait derrière elle, lui coupant toute retraite. Ma carte militaire est dans mon sac à main, sur le siège passager, dit Vanessa d'une voix ferme. Puis-je te la récupérer? Au moment où elle a mentionné le fait d'atteindre, la tension a explosé. Ne bouge pas, aboya Brennan, la main crispée sur son arme. Larson dégaina son arme, la pointant vers le sol, prêt à tirer. Les mains là où je peux les voir. Vanessa obéit instantanément, son entraînement guidant chaque respiration. Pourtant, l'absurdité de la situation la frappa comme une vague armée, contenue, dans son propre pays, après tout ce qu'elle avait fait. Brennan bondit en avant, l'attrapa par le bras et la plaqua violemment contre le flanc de la voiture. La secousse lui coupa l'air, mais elle ne dit rien. Elle savait que les mots pouvaient embraser la situation dans des moments comme celui-ci. De l'autre côté de la rue, Marcus Washington, 17 ans, rentrant de son entraînement de basket, s'était arrêté sur les lieux. Son instinct s'était éveillé face au déséquilibre des forces. Il avait sorti son téléphone et avait commencé à filmer depuis l'arrière d'une camionnette, en prenant garde à ne pas être vu. Vanessa sentit le métal froid des menottes se resserrer autour de ses poignets, Brennan veillant à ce qu'elle morde plus fort que nécessaire. Un mince filet de sang jaillit à l'endroit où le tranchant lui déchirait la peau, mais elle garda son sang-froid, concentrée sur sa respiration régulière, comme elle l'avait appris à ses troupes. « Je suis général 4 étoiles de l'armée américaine », répéta-t-elle d'un ton calme mais autoritaire. « Mon matricule militaire est le 872 459 103. Je vous prie de contacter immédiatement le bureau de liaison du Pentagone. » Mais son protocole ne fit qu'accroître leur mépris. Brennan et Larson échangèrent des regards narquois, visiblement convaincus qu'il s'agissait d'une mise en scène. « Bien sûr, général », dit Larson d'une voix chargée de moquerie. « Nous allons directement rejoindre le Pentagone par cette ligne sécurisée. » Il a fait des guillemets avec ses doigts tandis que Brennan commençait à fouiller sa voiture de location,
les deux hommes effectuant une fouille sans consentement, sans motif. Et à chaque seconde qui passait, à chaque action injustifiée prise contre elle, l'humiliation de ce moment était diffusée au secrétaire à la défense, en direct, cru et indéniable. Brennan est apparu triomphalement quelques instants plus tard, portant son uniforme militaire soigneusement conservé dans un sac à vêtements et sa mallette, qui contenait des documents officiels. « Regarde ce costume », lança-t-il à son partenaire avec un petit rire moqueur. Quelqu'un a vraiment mis le paquet avec son costume d'Halloween. Il a même pris de fausses médailles et tout, ricana-t-il. La présentation délibérée de ces médailles de service distinguées comme de simples accessoires de costume était plus profonde que l'inconfort physique des menottes. Ces médailles n'étaient pas destinées à la frime, elles représentaient de véritables campagnes où elle avait perdu des soldats sous son commandement, des opérations qui avaient mis à l'épreuve son courage et son leadership, et des décennies de service indéfectible pour son pays. De l'autre côté de la rue, Marcus continuait d'enregistrer, capturant chaque détail du comportement peu professionnel des policiers et de leur mépris désinvolte pour l'identité de Vanessa. Deux voitures qui passaient ralentirent, leur conducteur fixant la scène de la confrontation. Un couple de personnes âgées sortit d'une maison voisine et s'installa sur leur porche pour observer la scène, l'inquiétude lue sur leur visage. L'attention du voisinage semblait déstabiliser Brennan, qui conduisit rapidement Vanessa vers la voiture de patrouille. « Vous êtes en garde à vue, soupçonné de présentation de fausses pièces d'identité et de résistance à un contrôle légal », a-t-il déclaré d'une voix forte, sa voix portant jusqu'au public de plus en plus nombreux. Il ne s'adressait pas à elle, il se produisait devant la foule, élaborant un récit justifiant une action injuste. Alors qu'il la plaçait à l'arrière de la voiture de police, Marcus a rapidement mis en ligne la vidéo sur plusieurs réseaux sociaux, avec la légende suivante. Une femme noire se faisant passer pour un général a été arrêtée à Pinewood pour rien. La police ne vérifie même pas sa carte d'identité. C'est ce qui se passe en ce moment même, rue Maple. La publication a commencé à se propager immédiatement, d'abord au sein des groupes communautaires locaux, puis sur des réseaux sociaux plus larges, suscitant l'indignation face au profilage racial flagrant affiché. À l'intérieur de la voiture de patrouille, Vanessa affichait une posture parfaite, la colonne vertébrale droite malgré les contraintes. Son esprit restait discipliné et concentré. Pendant que les policiers fouillaient son véhicule, elle élaborait mentalement sa stratégie d'intervention, son entraînement militaire prenant le dessus toujours avec 3 coups d'avance. Elle analysait déjà non seulement l'injustice immédiate, mais aussi les implications plus larges et à long terme pour un changement systémique. Au commissariat du comté de Pinewood, les néons grésillaient au plafond, froids et stériles, tandis que la générale Vanessa Montgomery était traitée comme une simple criminelle. Chaque indignité procédurale était conçue, intentionnellement ou non, pour éroder sa dignité et imposer sa soumission. Le sergent Dal Wilson, vétéran du service depuis 20 ans, aux cheveux poivrés sel et à l'air renfrogné, lui jeta à peine un coup d'œil. Les agents Brennan et Lane racontèrent leur version des faits, soulignant un manque de respect et une résistance présumée qui n'existait que dans leur récit inventé. « Il y en a une autre qui se croit spéciale ?» demanda Brennan avec un sourire narquois. « Elle prétend être un général de haut rang dans l'armée. » Wilson hocha la tête avec dédain, traitant ces références comme si elles faisaient partie d'une illusion plutôt que d'un fait facilement vérifiable. Le processus d'enregistrement s'est déroulé dans une humiliation méthodique, prise d'empreintes digitales qui a laissé des traces d'encre noire sur ses doigts, photo d'identité judiciaire prise sous une pancarte portant son nom et son numéro d'enregistrement, confiscation de tous ses effets personnels, son alliance, sa montre, le contenu de ses poches. Chaque objet a été placé dans une enveloppe en papier craft avec la froide indifférence d'une routine bureaucratique. Ses protestations calmes au sujet de son statut militaire ont été accueillies par des roulements d'yeux et des soupirs d'impatience. Finalement, ils l'ont conduite dans une cellule de détention provisoire qui abritait déjà 7 autres détenus, dont 6 personnes de couleur, arrêtées pour des infractions si mineures qu'elles en étaient presque fictives. Un jeune homme verbalisé pour flânerie suspecte en attendant sa petite amie. Une femme âgée qui avait osé contester une contravention de stationnement. Un étudiant dont la musique avait été jugée trop forte. Les données démographiques de la cellule racontaient une histoire claire et douloureuse sur les priorités policières de Pinewood ou une histoire que Vanessa avait étudiée en statistique au cours de sa carrière militaire, mais qu'elle avait rarement vécue avec une injustice aussi flagrante. Elle était assise sur le banc de métal froid, son allure militaire intacte malgré les marques rouges et rageuses que les menottes avaient laissées sur ses poignets. Au début, les autres détenus gardaient leur distance. Son autorité naturelle créait une frontière invisible. Puis, une jeune femme aux yeux fatigués et aux cheveux soigneusement tressés leva les yeux, la reconnaissance se lisant sur son visage.
Attendez, n'êtes-vous pas le général Montgomery? Je vous ai vu aux informations le mois dernier lors de la prise d'otage en Europe de l'Est, dit-elle. La femme, qui s'est présentée comme Shanice Williams, a expliqué que son frère était dans l'armée. Il a parlé du général Montgomery avec révérence, la décrivant comme un génie tactique qui avait redéfini la stratégie et brisé les barrières entre les femmes et les personnes de couleur dans les forces armées. La révélation se répandit rapidement dans la cellule. Les murmures se transformèrent en conversations étouffées. L'atmosphère changea lorsque les autres détenus se tournèrent vers Vanessa avec respect et admiration. L'idée d'un général 4 étoiles menotté dans une prison locale semblait surréaliste. Leur agitation silencieuse a attiré l'attention d'un officier qui passait par là, qui s'est arrêté, écoutant attentivement avant de s'enfuir, probablement pour signaler l'évolution de la situation à sa hiérarchie. Quelques instants plus tard, le sergent Wilson apparut à la porte de la cellule. Son air méprisant avait disparu, remplacé par une incertitude visible. Il observa le regard des autres sur Vanessa et s'éclaircit la gorge. « Madame, je vais devoir vérifier certaines informations, dit-il d'un ton nettement plus professionnel. Vous prétendez être un officier? Vanessa soutint son regard sans broncher. Sa voix, calme et posée, exprimait un commandement indéniable. Je suis la générale Vanessa Montgomery, générale 4 étoiles, actuelle commandante du commandement des opérations spéciales interarmées. Mes lettres de créance se trouvaient dans ma mallette, confisquées par vos officiers. Un simple appel au Pentagone confirmera tout. Wilson hocha lentement la tête, comme s'il prenait enfin conscience de la situation. Sans un mot de plus, il se retourna et partit vérifier son identité. L'esprit de Vanessa se remémora des moments de ses 30 années de carrière militaire, des moments où son autorité avait été remise en question malgré son uniforme et son grade. Elle se souvint de son premier poste de commandement, lorsqu'un colonel en visite s'était adressé par erreur à son subordonné masculin, pensant qu'il était le responsable. Lors des sommets internationaux, les chefs militaires étrangers s'adressaient souvent d'abord à ses collaborateurs masculins, jusqu'à ce qu'elle précise clairement son rôle. Même après avoir obtenu sa première étoile, certains collègues du Pentagone pensaient qu'elle faisait partie du personnel administratif. Chaque expérience lui avait appris quelque chose de vital, choisir ses batailles avec soin, savoir quand une fureur vertueuse ferait avancer sa cause et quand une patience stratégique lui assurerait une victoire plus durable. Ce moment exigeait la seconde option. À l'extérieur de la gare, la vidéo de Marcus Washington était devenue virale. Le hashtag #RamGeneralIncuf était en vogue sur de nombreuses plateformes. La colère du public grandissait de minute en minute. Des cars de reportage se sont rassemblés devant la gare. Les journalistes locaux ont exigé des déclarations sur l'arrestation d'un officier de haut rang. Chez Joséphine Montgomery, la tante de Vanessa âgée de 82 ans, le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des voisins avaient reconnu sa nièce sur la vidéo. Malgré sa récente guérison d'une pneumonie, Joséphine n'a pas perdu de temps. Elle a appelé le Pentagone et a joint le colonel Jackson, l'assistant de Vanessa pendant ses 3 promotions. Ici le colonel Jackson, assistant du général Montgomery, dit-il fermement lorsque l'appel fut établi. Je dois parler immédiatement à la personne responsable. Vous avez arrêté un général 4 étoiles sans motif, et les conséquences seront graves si la situation n'est pas résolue correctement. Sa seule voix provoqua une vague d'inquiétude dans la station. Les dirigeants commençaient à saisir la gravité de leur acte. Que se serait-il passé si le général Montgomery avait réagi avec fureur plutôt qu'avec discipline? La situation aurait-elle dégénéré en quelque chose de pire encore, ou les officiers auraient-ils reconnu leur erreur plus tôt? Commentaire numéro 1. Si vous pensez que sa discipline militaire l'a sauvé d'une issue encore plus sombre. Commentez le numéro 2 si vous pensez que se lever plus fort aurait pu empêcher sa détention. Appuyez sur ce bouton « J'aime » si vous pensez que personne, quel que soit son rang, sa race ou son statut, ne devrait être traité de cette façon. Abonnez-vous pour suivre l'évolution de l'histoire, alors que la confrontation entre l'autorité militaire et les forces de l'ordre local s'intensifie. Les enjeux sont sur le point d'augmenter de façon spectaculaire. Dans la salle de crise du Pentagone, un chaos contrôlé a éclaté. La nouvelle de la détention du général Montgomery s'est répandue comme une traînée de poudre par des canaux sécurisés. Les assistants militaires se sont précipités entre leurs postes de travail, tandis que les officiers supérieurs se sont rassemblés autour des écrans diffusant la vidéo virale et la retransmission en direct de Pinewood. Le secrétaire à la défense James Harrison, imposant aux cheveux grisaciers et réputé pour sa loyauté indéfectible envers ses officiers, a regardé la vidéo avec une indignation grandissante.
Son expression habituellement calme s'est transformée en une détermination d'acier en voyant le traitement honteux infligé à l'un de ses commandants les plus décorés. « Trouvez-moi tout sur le département de police de Pinewood, dit-il d'une voix basse mais suffisamment aiguë pour faire taire la salle. Information complète sur les agents impliqués. Historique du département. Plainte pour violation des droits civiques. Tout. Et ainsi, le calcul a commencé. Et pour joindre le procureur général, Harrison avait travaillé aux côtés du général Montgomery pendant 15 ans, témoin de son ascension dans les rangs grâce au mérite et à l'intelligence stratégique, et non grâce à la politique ou à des relations commodes, et c'est lui qui avait personnellement recommandé sa promotion finale au grade de général 4 étoiles, passant outre les objections des factions les plus conservatrices au sein de l'establishment militaire qui se demandait encore si une femme noire pouvait effectivement commander au plus haut niveau de la défense nationale. Son succès ultérieur avait complètement justifié son jugement, son approche novatrice des opérations conjointes non seulement révolutionnant la stratégie militaire, mais le faisant tout en maintenant les taux de perte les plus bas dans des déploiements comparables, un exploit qui avait suscité à la fois le respect interne et l'admiration du public. Maintenant, en regardant son visage calme sur la photo de réservation diffusée sans relâche par les médias, Harrison a reconnu la même retenue disciplinée qui avait toujours défini son style de leadership, la patience stratégique qui lui a permis de gagner des batailles que d'autres auraient perdues à cause d'une réaction impulsive ou d'une hâte orgueilleuse. En l'espace d'une heure, la réponse du Pentagone s'est déployée rapidement sur plusieurs fronts, les avocats militaires ont commencé à rédiger des contestations juridictionnelles, les officiers des affaires publiques se sont empressés de rédiger des déclarations officielles, les analystes du renseignement ont travaillé toute la nuit à compiler des dossiers détaillés sur les structures de pouvoir opaques de Pinewood, et des communications directes ont été rapidement établies avec les autorités étatiques et fédérales ayant juridiction sur le comté. Simultanément, la réaction du public s'est intensifiée à mesure que la vidéo de l'arrestation s'est répandue dans tout le pays, déclenchant une vague d'opinion sur les réseaux sociaux, un soutien massif a afflué en faveur du général Montgomery de tout le spectre idéologique, mais des poches de commentaires racistes profondément inquiétants ont également émergé, défendant les officiers qui ont procédé à l'arrestation et remettant effrontément en question la possibilité qu'une femme noire puisse réellement occuper un rang militaire aussi élevé. Les médias conservateurs n'ont offert qu'une couverture prudente, rapportant les mauvais traitements présumés sur un ton étouffé, tandis que les commentateurs libéraux ont carrément qualifié l'incident d'exemple flagrant de profilage racial et d'échec institutionnel, la réponse polarisée mettant à nu les divisions nationales plus profondes qui ont persisté obstinément, décennie après décennie, malgré d'innombrables proclamations de progrès. À Pinewood, le chef de la police Thomas Gardner a reçu une cascade d'appels de plus en plus frénétiques, commençant par la demande pressante d'explications du maire et culminant avec la sonnerie de sa ligne directe, l'identification de l'appelant affichant un numéro d'échange du Pentagone qu'il a figé sur place. Gardner, un homme politique avec peu d'expérience réelle en matière d'application de la loi mais des racines profondes dans le réseau de pouvoir bien établi du comté, n'a pas perdu de temps à extraire les images de la caméra corporelle et la vidéo de surveillance interne du poste, observant avec une inquiétude croissante l'ampleur de la mauvaise conduite de ses officiers se dérouler devant lui, indéniable et accablante. « À quoi pensais-tu » aboya-t-il, la porte de son bureau à peine fermée que son sang-froid se brisa lorsque Brennan et Len furent appelés. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? C'est un général 4 étoiles que vous avez menotté et humilié. » Brennan déplaça son poids, le défi se durcissant déjà dans sa posture malgré les réprimandes intenses. « Sauf votre respect, chef, comment aurions-nous pu le savoir ? Une femme noire, en civil, se dit général on dirait que n'importe qui pourrait dire ça pour éviter une contravention. » Len acquiesça d'un signe de tête, ajoutant d'un ton neutre, elle était agressive, se demandant pourquoi nous l'avions arrêtée au lieu de simplement coopérer. Un comportement suspect typique. Leur défense, au lieu d'offrir de la clarté, a révélé la profondeur de leurs préjugés intériorisés, exposant des hypothèses racistes profondément enracinées qui les avaient aveuglés sur leur propre mauvaise conduite, leur incapacité à imaginer une femme noirdée. En une telle position d'autorité les amenant à rejeter la vérité devant eux et à s'accrocher à leurs instincts défectueux. Gardner, désormais pleinement conscient de la responsabilité que représentait cet incident, a agi rapidement pour contenir les retombées, ordonnant aux deux officiers de préparer immédiatement des déclarations écrites pendant qu'ils se retiraient pour consulter le conseiller juridique du département. À l'extérieur, l'atmosphère autour de la station a radicalement changé, la rue tranquille de banlieue se transformant en un centre de presse improvisé tandis que les fourgonnettes des médias établissaient leur position, les antennes paraboliques s'élevaient comme une forêt de métal et de lumière, et les journalistes livraient des mises à jour en direct à couper le souffle sur le humble arrière-plan du bâtiment municipal.
Les résidents locaux ont commencé à se rassembler en nombre croissant, certains brandissant des pancartes fabriquées à la hâte dénonçant les abus de la police, d'autres exprimant un soutien fort aux forces de l'ordre, la division des sentiments reflétant la longue et complexe histoire raciale de Pinewood. À l'intérieur, la procureure Patricia Reynolds est arrivée avec une précision discrète, impeccable malgré l'heure tardive, son costume de créateur impeccable, ses cheveux impeccables, projetant l'image soignée de contrôle et de compétence qu'elle avait soigneusement cultivée tout au long de son ascension politique. En tant que première femme procureure du comté de Pinewood, Reynolds s'était bâti une réputation de poursuite sévère et de position ferme en faveur de la loi et de l'ordre qui résonnait profondément auprès de la base conservatrice de la région, ses yeux déjà fixés sur une éventuelle candidature à un poste d'État, mais cet incident, volatile et très médiatisé, menaçait désormais de défaire le récit clair qu'elle avait si minutieusement élaboré. Il faut résoudre ce problème avant que la situation ne devienne encore plus incontrôlable, a-t-elle déclaré au chef Gardner, ajustant son collier de perles avec des doigts manucurés, sa voix mesurée et délibérée. Je vais lui parler moi-même. Nous proposerons une libération immédiate avec des excuses appropriées pour le malentendu. Elle a insisté sur le mot « malentendu », posant ainsi déjà les bases d'un récit aseptisé destiné à protéger la responsabilité du ministère et son propre avenir politique. Lorsque Reynolds entra dans la salle d'interrogatoire où le général Montgomery avait été transféré de la cellule de détention, elle la trouva assise avec une dignité droite, sa posture impeccable, les mains calmement jointes sur la table, la même patience posée rayonnant d'elle comme elle l'avait fait tout au long de l'épreuve. Général Montgomery, je suis Patricia Reynolds, procureur du comté de Pinewood, commença-t-elle avec un charme répété, tendant une main que Vanessa salua d'un hochement de tête poli mais refusa de serrer, les marques encore visibles sur ses poignets témoignant silencieusement des mauvais traitements qu'elle avait subis. Je tiens à vous présenter mes excuses pour cette situation regrettable. Il y a eu un malentendu que nous souhaitons rectifier immédiatement. Faisant glisser un document sur la table, Reynolds gardait un sourire lisse, un sourire qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. Il s'agit d'un formulaire de décharge standard, reconnaissant que, même si la procédure aurait pu être mieux menée, vous comprenez que nos agents ont agi de bonne foi. Une fois signé, vous serez immédiatement libéré, toutes les charges étant abandonnées, et nous pourrons tourner la page sur cet incident regrettable. Le regard de Vanessa se posa sur le papier, ses yeux scrutant le jargon juridique familier, ses décennies d'expérience dans l'examen de contrats militaires complexes et d'accords internationaux lui permettant de repérer instantanément la clause de non-divulgation intégrée et la renonciation à la responsabilité discrète déguisée à l'intérieur. Madame Reynolds, je ne signerai aucun document sans représentation légale, et je ne qualifierai pas le profilage racial dont j'ai été victime de malentendus, a-t-elle répondu d'une voix calme et résolue. Ce que j'ai vécu aujourd'hui reflète des problèmes systémiques qui vont bien au-delà d'un simple incident, et leur résolution exige une responsabilisation, et non une dissimulation. Le sourire de Reynolds se resserra, l'éclat du charme expérimenté s'effaçant alors que sa tentative de résolution rapide échouait. Général, je comprends votre mécontentement, mais prolonger cette situation ne sert les intérêts de personne. Nous proposons une solution claire. Avant que Vanessa ne puisse répondre, la porte de la salle d'interrogatoire s'ouvrit et le sergent Wilson entra, visiblement mal à l'aise. Madame Reynolds, vous avez un appel à prendre immédiatement. Le secrétaire à la défense Harrison est en ligne pour vous. Le visage de Reynolds s'est vidé de ses couleurs lorsqu'elle a réalisé avec une clarté glaciale que la situation avait désormais dégénéré au-delà du contrôle des dégâts locaux. De retour au Pentagone, le secrétaire Harrison a raccroché le combiné après avoir été informé que le procureur le rappellerait, son expression se crispant de résolution alors qu'il se tournait vers son chef de cabinet. Cela se termine aujourd'hui, dit-il fermement, en soulevant à nouveau le téléphone et en composant un numéro de mémoire, celui du juge en chef Harold Blackman du tribunal de circuit du comté de Pinewood. Le juge en chef Harold Blackman était en train de terminer son steak d'aloyau au Pinewood Country Club lorsque son téléphone personnel vibra doucement contre la nappe blanche immaculée, l'écran affichant un indicatif régional de Washington DC qui attira immédiatement son attention. S'excusant de la table où il dînait avec plusieurs hommes d'affaires locaux importants, Blackman se rendit sur la terrasse qui surplombait les greens méticuleusement entretenus du terrain de golf, le cadre exclusif reflétant parfaitement son statut au sommet de la hiérarchie juridique et sociale de Pinewood. Pendant 23 ans, Blackman a présidé le système judiciaire du comté de Pinewood, ses décisions étant conservatrices, ses peines sévères, en particulier lorsqu'il s'agissait d'accusés issus des quartiers à faible revenu du comté, et sa réputation s'est solidifiée grâce à un alignement constant avec les forces de l'ordre et le pouvoir établi. Blackman ici, répondit-il, redressant inconsciemment sa posture malgré le cadre informel, un réflexe formé au fil des décennies de déférence envers
juge Blackman, ici le secrétaire à la défense James Harrison, répondit-il d'une voix indubitablement autoritaire, sur le ton d'un homme habitué à commander des théâtres d'opérations entiers. Je vous appelle au sujet d'une affaire urgente concernant la générale Vanessa Montgomery, actuellement détenue illégalement dans votre juridiction. L'appel inattendu de l'un des plus hauts fonctionnaires du pays a momentanément désorienté Blackman, qui était plus habitué à exercer une autorité judiciaire sans contrôle dans les limites de son comté. Monsieur le secrétaire, parvint-il à dire, se remettant rapidement, ceci est tout à fait irrégulier. Les affaires judiciaires doivent être traitées par les voies appropriées, et je n'ai connaissance d'aucun cas impliquant du personnel militaire. La réponse de Harrison est venue sans hésitation, son ton était calme, mesuré, mais inflexible. Ce qui est irrégulier, juge Blackman, c'est qu'un général 4 étoiles disposant d'une habilitation de sécurité top secret ait été menotté, détenu et privé de ses droits constitutionnels pour le simple fait d'avoir conduit alors qu'il était noir dans votre comté. J'ai l'autorisation pleine et entière du président pour traiter cette question par tous les moyens nécessaires, y compris la fédéralisation de la garde nationale si les autorités locales ne peuvent garantir le respect de la loi. La menace implicite planait comme un nuage d'orage, portant avec elle la promesse tacite que toute la force de l'autorité fédérale pourrait s'abattre sur Pinewood en un instant sur parole d'Harrison. L'esprit de Blackman s'emballa, son instinct politique calculant le chemin le plus sûr à travers ce champ de mine qui avait atterri directement sur ses genoux. « Je comprends votre inquiétude, monsieur le secrétaire, dit-il lentement, prudemment. Il a répondu qu'il gagnait du temps tout en évaluant les options, mais que les décisions en matière d'application de la loi et de poursuite relèvent de la compétence locale, à moins que des lois fédérales ne soient impliquées. La réponse de Harrison a coupé court à l'équivoque juridique avec une précision chirurgicale, sa voix étant ferme, délibérée et indéniablement autoritaire. Plusieurs lois fédérales sont en jeu, juge Blackman, notamment la violation des droits civils sous couvert d'autorité, le déni de procédures régulières et des violations potentielles des lois protégeant le personnel militaire, a-t-il déclaré, le regard fixe. Des fonctionnaires du ministère de la Justice sont prêts à énumérer ces violations en détail lors d'une audience d'urgence, que je vous suggère fortement de convoquer immédiatement, plutôt que de forcer une intervention fédérale. La mention du ministère de la Justice a particulièrement touché Blackman, qui avait évité de justesse les enquêtes plusieurs années plus tôt lorsque des questions troublantes ont surgi sur les disparités dans les modèles de condamnation entre les accusés blancs et noirs dans sa salle d'audience. Une audience d'urgence à cette heure-ci est très inhabituelle, a-t-il protesté en jetant un coup d'œil à sa montre pour constater qu'il approchait 21h. Les procédures judiciaires nécessitent généralement un dépôt et une planification appropriée. Harrison est resté impassible. Les droits du général Montgomery ont été violés sans respect des procédures appropriées, juge Blackman, a-t-il répondu froidement. Les questions constitutionnelles en jeu méritent une attention immédiate, et j'ai des avocats prêts à déposer des requêtes d'urgence dans l'heure si nécessaire. Cependant, j'ai pensé qu'une conversation directe pourrait permettre une résolution plus rapide. La menace implicite était claire, il fallait s'attaquer à ce problème correctement ou faire face à une intervention fédérale très publique. Blackman a finalement acquiescé, reconnaissant que la résistance aggraverait probablement sa situation. Je convoquerai une audience d'urgence à 22h, a-t-il déclaré, calculant déjà comment contrôler le récit et minimiser les dommages potentiels à la structure du pouvoir du comté et à sa propre réputation. Le palais de justice sera prêt à accueillir toutes les parties. À la fin de l'appel, Blackman a immédiatement contacté son greffier pour organiser une audience nocturne sans précédent, suivie d'appels au procureur de district Reynolds et au chef de la police Gardner pour coordonner leurs réponses. Il préférait gérer l'affaire discrètement, peut-être avec une libération digne et des excuses qui satisferaient le Pentagone tout en protégeant les autorités locales de graves conséquences. Pendant ce temps, au poste de police, Vanessa a finalement été autorisée à passer son appel téléphonique. Sans hésitation, elle a contacté le colonel Sarah Jenkins, son avocate militaire de longue date, une stratège juridique indéfectible qui l'avait représentée lors de nombreuses négociations à enjeux élevés et de défis juridiques tout au long de sa brillante carrière. « Sarah, j'ai besoin de toi dans le comté de Pinewood immédiatement, dit-elle une fois connectée, sa voix calme malgré la gravité des circonstances. Un incident de profilage racial a dégénéré en détention. Le Pentagone est au courant, mais j'ai besoin d'une représentation personnelle. » Jenkins, un brillant esprit juridique avec 20 ans d'expérience dans la justice militaire, a répondu avec l'efficacité froide qui définissait leur relation professionnelle. « Je suis en route avec une équipe complète. Le service juridique du Pentagone m'a déjà informé. Maintenir sa position, tenir à jour sa documentation, s'engager le moins possible.
Nous serons là dans 2 heures. Fidèle à sa parole, Jenkins est arrivé 90 minutes plus tard, après avoir mobilisé un jet du Pentagone pour transporter son équipe directement à l'aérodrome le plus proche. Son entrée au commissariat a immédiatement créé un changement d'atmosphère. Son attitude militaire et la présence d'officiers du JAG en uniforme qui l'accompagnaient projetaient une autorité fédérale indéniable qui perturbait visiblement les officiers locaux. Alors que Jenkins s'entretenait avec Vanessa dans une pièce privée, passant en revue les détails de l'incident et examinant les ecchymoses sur ses poignets causés par les menottes trop serrées, la présence des médias à l'extérieur de la station continuait de gonfler. Les chaînes d'information nationales ont repris l'histoire, leur couverture soulignant la juxtaposition choquante d'un chef militaire hautement décoré malmené par la police d'une petite ville. Les médias sociaux ont explosé. Le hashtag #GénéralInCuf est rapidement devenu tendance à l'échelle nationale, accompagné de discussions passionnées sur le profilage racial, les abus d'autorité policière et le racisme systémique au sein des forces de l'ordre. Alors que Jenkins se préparait pour l'audience d'urgence, des informations troublantes ont commencé à faire surface sur les antécédents professionnels des agents Brennan et Lane. Des sources au sein du département, inquiètes des répercussions potentielles de leurs actes, ont révélé que les 2 agents avaient fait l'objet de multiples plaintes pour traitement agressif envers des résidents issus de minorités, la plupart ayant été rejetés sans enquête ou enterrés dans des processus administratifs destinés à protéger les agents de toute responsabilité. 3 ans plus tôt, Brennan avait été impliqué dans un incident similaire avec un médecin noir de passage en ville. Le résultat fut un règlement à l'amiable qui comprenait un accord de non-divulgation, dissimulant ainsi les détails à l'examen public. Le chef Gardner, reconnaissant la vulnérabilité croissante du département à mesure que ces histoires apparaissaient, a appelé les 2 officiers dans son bureau. Congé administratif, avec effet immédiat, leur a-t-il informé, le calcul politique évident dans son ton. Avec salaire, en attente d'enquête. Ne dites rien aux médias. Veuillez renvoyer toutes vos questions aux conseillers juridiques du ministère. Cette mesure à mi-chemin, destinée à paraître réactive tout en protégeant en fin de compte les agents, n'a satisfait ni les appels à la responsabilité ni la loyauté du département, engendrant du ressentiment parmi les agents tout en apparaissant terriblement insuffisante aux yeux des critiques extérieures. À l'extérieur du palais de justice, les dirigeants de la communauté noire locale, dont le révérend James Watkin de la First Baptist Church et le Dr Helen Simmons de la Pinewood Civil Rights Coalition, ont organisé une veillée de prière et une manifestation impromptue. Des centaines de résidents se sont rassemblés, unis par leur inquiétude face au modèle de maintien de l'ordre que l'expérience du général Montgomery avait révélé. Ce qui est arrivé au général arrive aux membres de notre communauté tous les jours, a déclaré le révérend Watkin à la foule. Mais la plupart d'entre eux ne bénéficient pas du soutien du Pentagone lorsque leurs droits sont violés. Le rassemblement, diversifié et chargé d'émotions, comprenait de nombreux résidents blancs exprimant leur solidarité, créant une démonstration d'unité sans précédent dans la communauté généralement divisée de Pinewood. Alors que le colonel Jenkins montait sur les marches du palais de justice, les journalistes se sont précipités, cherchant des déclarations sur la réponse du Pentagone et la possibilité d'une intervention fédérale. Sa réponse était mesurée, stratégique, faisant écho au sang-froid du général Montgomery. Nous sommes pleinement convaincus que justice sera rendue une fois que tous les faits auront été présentés. L'armée américaine soutient fermement le général Montgomery, tout en reconnaissant que cet incident reflète des problèmes systémiques plus larges qui touchent de nombreux Américains sans ses ressources ni sa plateforme. Le palais de justice du comté de Pinewood se dressait illuminé dans le ciel nocturne, sa façade classique soudainement projetée dans la lueur crue de l'attention nationale. À l'intérieur, la salle d'audience 3, généralement réservée aux affaires très médiatisées, était bondée au-delà de sa capacité, malgré leur tardive. Les journalistes occupaient les derniers rangs, tandis que les résidents locaux, les représentants militaires et les forces de l'ordre occupaient tous les sièges restants. L'atmosphère était chargée d'anticipation, la tension bourdonnant dans l'air alors que les huissiers maintenaient un contrôle strict sur les procédures, leurs expressions trahissant la nature extraordinaire de la session, convoquée sous la pression de Washington. Le juge Harold Blackman entra, sa robe de juge flottant au vent, son visage un masque calculé de neutralité cachant l'arithmétique politique frénétique derrière son comportement composé. « Levez-vous tous » a crié le commis, suivi d'un silence lourd d'attente. En examinant la salle d'audience, Blackman a remarqué le public inhabituellement diversifié qui s'était rassemblé dans sa salle d'audience typiquement homogène. Cette session d'urgence porte sur la détention du général Vanessa Montgomery, a-t-il commencé, sa voix grave résonnant dans la salle. Compte tenu de l'heure et des circonstances inhabituelles, j'ai l'intention de limiter ces procédures aux questions essentielles uniquement.
Nous entendrons de brèves déclarations des deux parties, examinerons les preuves pertinentes aux préoccupations immédiates et déterminerons les prochaines étapes appropriées. Sa tentative de contrôler la portée de l'audience a été immédiatement mise à l'épreuve lorsque le colonel Sarah Jenkins s'est levé de son siège à côté du général Montgomery, qui était assis à la table de la défense avec une posture militaire impeccable, son sang-froid inébranlable malgré les indignités qu'elle avait endurées. « Votre honneur » commença Jenkins, d'un ton ferme et inébranlable. « Avant que la procédure ne se poursuive, je dois aborder les violations constitutionnelles fondamentales qui ont eu lieu aujourd'hui. Le général Montgomery a été détenu sans motif valable, privé de ses droits fondamentaux, soumis à une force excessive et victime d'une discrimination raciale manifeste de la part d'officiers agissant sous couvert d'autorité. » Jenkins a poursuivi avec une clarté incisive, sa formation juridique militaire étant évidente dans la déconstruction méthodique des procédures policières qui avaient conduit à la détention de Montgomery. Elle a cité des amendements constitutionnels spécifiques, des lois fédérales et des protocoles militaires violés, présentant un cadre qui a élevé l'affaire bien au-delà d'un simple malentendu. Cette affaire ne concerne pas seulement un incident d'erreur d'identité, a-t-elle conclu. Cela représente un ensemble de violations constitutionnelles qui exigent une réparation immédiate et une responsabilité structurelle. Sa déclaration d'ouverture a établi la gravité de la situation et l'a placée dans le cadre d'une conversation nationale plus large autour de la justice raciale et des droits civiques, rendant presque impossible pour le juge Blackmun de rejeter les préoccupations comme il l'avait initialement prévu. La procureure Patricia Reynolds s'est ensuite levée, son apparence soignée et sa posture confiante démentant la précarité de la position des autorités locales. Bien que nous regrettions les désagréments causés au général Montgomery, a-t-elle commencé, évitant soigneusement tout aveu de faute, nous devons tenir compte des réalités difficiles auxquelles sont confrontés les officiers qui prennent des décisions en une fraction de seconde pour maintenir la sécurité publique. Elle a défendu les actions de Brennan et Lane comme faisant partie du protocole standard, décrivant l'arrêt de la circulation comme justifié par un comportement suspect perçu. La galerie murmura bruyamment, incitant le juge Blackmun à frapper brusquement son marteau pour demander l'ordre. Reynolds a ensuite demandé le rejet de toutes les accusations potentielles, proposant que l'affaire soit traitée par un examen interne du département et que les dossiers soient scellés pour protéger les intérêts de la vie privée. Sa tentative transparente de protéger le département au moyen de boucliers procéduraux n'a pas réussi à apaiser l'examen public et juridique croissant. Lorsque le général Montgomery a finalement pris la parole, la salle d'audience s'est plongée dans un silence haletant. Tous les regards sont fixés sur sa silhouette imposante, incarnation de la grâce et de la force. Contrairement à beaucoup de ceux qui vacillent sous l'examen minutieux des tribunaux, les décennies de témoignages de Vanessa devant le Congrès et les tribunaux militaires l'avaient préparée à ce moment. Elle a raconté les événements avec une précision calme, sa voix inébranlable. « Je me suis identifié comme officier militaire et j'ai demandé la permission de présenter une pièce d'identité », a-t-elle déclaré. En réponse, l'agent Brennan m'a physiquement forcé à m'approcher du véhicule tandis que l'agent Lane sortait son arme, malgré mon comportement docile et mon absence de toute menace. Elle a levé ses poignets, révélant des ecchymoses. Ces contraintes ont été appliquées avec une force inutile, resserrée au-delà de la procédure standard, causant des blessures. Les deux officiers ont minimisé mon statut militaire par moquerie plutôt que de le vérifier. Son témoignage, dénué de toute dramatisation, a eu un poids dévastateur en raison de sa clarté. Les motivations raciales derrière le comportement des policiers sont devenues indéniables. Lorsque Brennan et Lane ont pris la parole, des contradictions sont apparues rapidement. Brennan a décrit Vanessa comme peu coopérative et conflictuelle, des affirmations démenties par la vidéo de Marcus Washington. Lane a insisté sur le fait qu'il soupçonnait une contrebande, mais n'a pu fournir aucune observation spécifique pour justifier leurs soupçons. Lors du contre-interrogatoire de Jenkins, leurs récits se sont encore plus révélés. Brennan a admis qu'il n'avait jamais tenté de vérifier la carte d'identité militaire de Montgomery, une étape qui aurait pris quelques secondes. Le témoignage de Marcus Washington, clair et sincère, a ajouté la perspective civile. « J'ai commencé à filmer parce que quelque chose n'allait pas », a-t-il déclaré, calme malgré les regards noirs des officiers en uniforme. Elle ne résistait pas. Elle était respectueuse. Il ne l'écoutait tout simplement pas. Tout au long de la procédure, les questions du juge Blackmun ont trahi des préjugés subtils. Il a contesté le comportement du général Montgomery, a demandé à Marcus s'il filmait régulièrement les interactions avec la police et a accordé de la clémence aux défenses de plus en plus faibles des officiers. Alors que Blackmun semblait prêt à orienter l'audience vers un compromis, les portes de la salle d'audience s'ouvrirent. Le secrétaire à la défense James Harrison entra, silencieux mais imposant,
sa présence électrifiant la pièce. Il s'est assis derrière Montgomery, une déclaration discrète mais tonitruante de surveillance fédérale. Même Blackman ne pouvait cacher le changement de pouvoir lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Harrison. Et tandis que les témoignages se poursuivaient, des observateurs attentifs ont noté des signes petits mais révélateurs, des regards échangés, des chuchotements, des hochements de tête de reconnaissance entre les élites, révélant subtilement les alliances profondément enracinées désormais assiégées par un règlement de compte national exigeant justice, transparence et changement. Il avait formulé une solution de compromis, qui reconnaîtrait les irrégularités entourant la détention du général Montgomery tout en protégeant les intérêts institutionnels ancrés dans la structure de pouvoir bien établie de Pinewood, et avant de rendre sa décision, il a annoncé avec un calme étudié « Je vais prendre une pause de 15 minutes pour examiner les preuves clés ». Alors qu'il se levait du banc, se préparant à s'éloigner dans ce qui semblait être le rythme habituel d'une procédure judiciaire, les doubles portes s'ouvrirent soudainement avec une force qui attira tous les regards dans la salle et coupa court au débat comme un coup de tonnerre. L'interruption était électrique, l'énergie palpable, alors que toute l'attention se tournait vers les silhouettes entrant maintenant avec une urgence indéniable. En tant que témoin d'une injustice, seriez-vous disposé à vous lever même si cela signifie risquer des représailles de la part de ceux qui exercent une autorité sur vous? Choisissez le numéro 1 si vous pensez que les civils comme Marcus ont la responsabilité de documenter et de dénoncer la discrimination, ou le numéro 2 si vous pensez que le risque est trop grand pour que les citoyens ordinaires défient des personnalités puissantes. Cliquez sur ce bouton j'aime si vous pensez que la réponse des dirigeants militaires montre à quel point il est essentiel que les institutions soutiennent leur peuple lorsqu'il est lésé, et abonnez-vous pour assister à la révélation choquante qui est sur le point de bouleverser toute cette affaire. Les portes s'étaient ouvertes, non pas pour permettre une pause, mais pour révéler des personnages inattendus dont la présence modifierait à jamais le paysage du pouvoir dans le comté de Pinewood. Mais la question restait désormais posée comme une ombre sur le mur, la justice serait-elle réellement rendue, ou les responsables trouveraient-ils encore un autre moyen de passer entre les mailles du filet de la responsabilité? La salle d'audience est tombée dans un silence stupéfait lorsque 3 individus se sont avancés, chacun vêtu de costumes sombres impeccables et avançant avec détermination, leurs titres fédéraux brillant sous les lumières alors qu'ils s'approchaient du banc avec une confiance inébranlable. Votre honneur, je suis l'agent spécial Diana Rodriguez, du ministère de la Justice, division des droits civiques, a annoncé la figure de proue, une femme dont la présence autoritaire a immédiatement retenu l'attention de la salle. Je suis accompagné des agents spéciaux Thomas Chen et Marcus Drie, et nous sommes ici en vertu de mandats fédéraux liés à une enquête en cours sur des violations des droits civiques dans le comté de Pinewood. Le visage du juge Blackman, si souvent un masque de jugement contrôlé, trahit une lueur de choc avant qu'il ne se ressaisisse, s'éclaircissant la gorge pour gérer le moment. Agent Rodriguez, ceci est tout à fait irrégulier. Nous sommes en pleine procédure concernant un incident spécifique. Rodriguez, cependant, n'a pas été ému par son objection, déposant un document scellé directement sur le banc devant lui. Votre honneur, ces mandats sont directement liés à l'affaire en question et ils ont préséance sur la loi fédérale. Avec votre permission, je souhaiterais m'adresser au tribunal concernant le contexte de la détention du général Montgomery. Blackman hésita, son esprit passant clairement en revue les conséquences politiques et procédurales, pesant visiblement les retombées du refus d'agents fédéraux dans une salle d'audience déjà remplie de presse et d'attention du public. À contre-cœur, il hocha la tête en signe d'ascension. Rodriguez s'est tourné vers la galerie, son expression restant professionnellement neutre malgré la gravité de ce qu'elle était sur le point de dévoiler. Au cours des 3 dernières années, le ministère de la Justice a mené une enquête approfondie sur les violations systématiques des droits civiques au sein des forces de l'ordre, des poursuites et des systèmes judiciaires du comté de Pinewood, a-t-elle commencé. Ce qui est arrivé au général Montgomery n'est pas un incident isolé, mais s'inscrit dans un schéma bien documenté, impliquant ces mêmes officiers et renforcé par des pratiques institutionnelles qui perpétuent l'injustice. Des halètements ont parcouru la salle d'audience lorsque l'agent Chen s'est avancé pour distribuer des documents imprimés au colonel Jenkins et au procureur de district Reynolds, dont le teint s'est visiblement vidé alors qu'elle commençait à parcourir le contenu accablant. Notre enquête a révélé 47 incidents similaires impliquant les agents Brennan et Lensel, a poursuivi Rodriguez, sa voix inébranlable. Au total, plus de 200 infractions supplémentaires ont été attribuées à d'autres membres du département. Ces incidents suivent des schémas inquiétants et cohérents, contrôle prétextuel ciblant les conducteurs issus de minorités, escalade sans provocation, recours à une force excessive et accusations fabriquées de toutes pièces pour justifier des détentions illégales. L'agent Drie s'est ensuite avancé, portant des documents supplémentaires, notamment des analyses statistiques qui ont mis en lumière les disparités raciales endémiques au système judiciaire du comté de Pinewood.
Les données ont révélé une triste vérité, les conducteurs noirs étaient 6 fois plus susceptibles d'être arrêtés que les conducteurs blancs sur les mêmes tronçons de route, 11 fois plus susceptibles de voir leur véhicule fouillé sans consentement et 9 fois plus susceptibles de faire face à des accusations découlant de ces rencontres, même lorsque toutes les autres variables étaient contrôlées. Au fur et à mesure que les agents fédéraux présentaient les preuves, la nature profondément interconnectée de la discrimination systémique de Pinewood devenait plus apparente avec chaque document, chaque point de données. Les policiers arrêtaient illégalement des citoyens de couleur, les procureurs poursuivaient des accusations disproportionnées et les juges prononçaient des peines plus sévères pour les mêmes infractions tout en ignorant les plaintes pour mauvaise conduite contre les forces de l'ordre. La documentation dressait le portrait d'un système bien ancré, dans lequel chaque institution protégeait les autres, créant ainsi une boucle fermée de discrimination qui restait à l'abri de toute responsabilité grâce à des relations soigneusement entretenues entre la direction de la police, le bureau du procureur de district et le pouvoir judiciaire. De plus, a poursuivi Rodriguez, sa voix tranchant nettement à travers les murmures croissants dans la galerie, nous avons obtenu des preuves directes de communication entre ces institutions, visant à dissimuler ces pratiques au public et à empêcher les victimes de chercher à obtenir des recours juridiques. Elle fit un signe de tête vers l'arrière de la salle d'audience, où une femme d'une trentaine d'années, qui avait observé tranquillement les débats jusqu'à ce moment-là, se leva de son siège avec une autorité calme. Il s'agit de l'agent du FBI Tamara Wilson, a expliqué Rodriguez, qui travaille sous couverture au sein de l'administration du comté de Pinewood depuis 11 mois, documentant la coordination entre les fonctionnaires pour réprimer les plaintes pour violation des droits civiques et maintenir ces pratiques discriminatoires. La révélation a provoqué une onde de choc dans la salle, la panique étant clairement visible sur les visages de plusieurs fonctionnaires, tandis que le chef Gardner et le procureur Reynolds échangeaient des regards alarmés, et que les jointures du juge Blackman blanchissaient au bord du banc. L'agent Wilson s'est avancé, portant un ordinateur portable qu'elle a connecté au système audiovisuel de la salle d'audience. Avec la permission du tribunal, a-t-elle déclaré, j'aimerais présenter des preuves directes reliant la détention du général Montgomery à ce schéma plus large de mauvaise conduite. Sans attendre l'approbation de Blackman, qui lui semblait désormais de plus en plus hors de propos, elle a diffusé une série de conversations enregistrées entre les agents Brennan et Larsen. L'enregistrement audio contenait des références informelles au profilage racial, décrit comme une procédure opérationnelle standard, et des instructions de la direction du département concernant le maintien de quotas d'arrestation au sein de communautés spécifiques. Les enregistrements réalisés après l'arrestation du général Montgomery sont encore plus accablants, révélant des efforts conscients pour dissimuler des preuves à décharge et coordonner de faux témoignages. Alors que ces preuves se dévoilaient, Rodriguez a attiré l'attention du tribunal sur la documentation concernant d'autres victimes des citoyens ordinaires qui, contrairement au général Montgomery, manquaient à la fois de la plateforme et des ressources nécessaires pour riposter. Darius Johnson, un étudiant en médecine noire, a été détenu pendant 96 heures après un contrôle routier pour soi-disant comportement suspect, ce qui lui a fait manquer l'orientation et lui a fait perdre son placement en résidence. Hélène Michael, une enseignante noire du primaire, a été menottée devant ses élèves lors d'une sortie scolaire en raison d'une erreur d'identité, subissant un tel traumatisme qu'elle a ensuite développé un ESPT et a quitté la profession. Robert Washington, un chauffeur-livreur noir, a passé 30 jours en prison pour des accusations fabriquées de toutes pièces de résistance à l'arrestation avant que des preuves vidéo ne fassent surface, contredisant chaque mot du témoignage des policiers. Chacun de ces cas reflétait les tactiques utilisées contre le général Montgomery, mais sans l'implication du Pentagone ni l'attention des médias, leurs vies ont été discrètement démantelées par un système construit pour se protéger lui-même. L'expression du juge Blackman a changé subtilement mais sans équivoque, sa neutralité judiciaire se brisant lorsqu'il a commencé à reconnaître ses propres décisions parmi les cas cités, des moments où il avait accepté le témoignage de la police sans hésitation, tout en rejetant les preuves des accusés noirs. Cette prise de conscience inconfortable s'est installée dans sa posture comme un poids ajouté à sa robe, le forçant à prendre en compte le fossé grandissant entre son image de juriste impartial et la réalité de son rôle dans la perpétuation de l'injustice. La procureure Reynolds a tenté d'interrompre le flot de révélations, s'opposant à l'inclusion de ce qu'elle a appelé des cas sans rapport, mais Rodriguez a fermement rappelé au tribunal que ces modèles étaient fondamentaux pour toute compréhension fédérale des violations des droits civiques. Le chef Gardner s'est discrètement éclipsé de la salle d'audience, prétextant un appel urgent, bien que son allure trahisse un désir évident de fuir le jugement qu'il ne pouvait plus contrôler. Les officiers Brennan et Larsen, autrefois confiants dans leur immunité institutionnelle, avaient commencé à se retourner l'un contre l'autre par des murmures frénétiques et des gestes furtifs, leur unité fracturée par le poids des preuves irréfutables. Pendant tout ce temps, le général Montgomery est resté silencieux,
regardant le système se défaire avec la patience stratégique qui avait défini ses années de commandement. Elle comprenait le pouvoir, comprenait les systèmes et savait dès le moment de son arrestation que son cas pourrait entraîner une confrontation qui avait longtemps été évitée par les personnes mêmes qui avaient le plus souffert. Une fois la présentation fédérale terminée, le secrétaire Harrison a discrètement demandé une réunion privée avec le juge Blackman, les deux hommes disparaissant dans les chambres pour une conversation brève mais clairement significative. Lorsqu'ils revinrent 15 minutes plus tard, l'expression de Blackman avait changé. Le masque calme du contrôle avait disparu, à sa place se trouvait le visage d'un homme confronté non seulement à des conséquences professionnelles mais aussi à des comptes personnels. Le tribunal se réunira à nouveau demain matin à 9 h pour ce que je prévois être une décision importante, a-t-il annoncé, sa voix dépouillée de sa certitude antérieure. Toutes les parties sont invitées à revenir à ce moment-là, et le général Montgomery doit être libéré immédiatement sous sa propre responsabilité, tous ses effets personnels étant restitués sans délai. Alors que la salle d'audience commençait à se vider, les implications de ce qui s'était passé résonnèrent bien au-delà des murs de ce palais de justice, suggérant des conséquences qui ne s'arrêteraient pas à la frontière du comté de Pinewood, mais pourraient se répercuter sur les institutions de tout le pays. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle routier menaçait désormais de démanteler toute une architecture de discrimination systémique, tout cela parce que ces agents avaient arrêté la mauvaise femme, une femme avec le pouvoir et la détermination de les obliger à répondre de leurs actes. Le lendemain matin, le soleil s'est levé sur le comté de Pinewood pour découvrir que le paysage avait changé, non seulement dans l'esprit mais aussi dans le fond. Des camions satellites ont envahi la place, des journalistes et des observateurs des droits civiques ont rempli tous les hôtels et des manifestants se sont rassemblés avec des pancartes exigeant justice. Pinewood, autrefois une ville anonyme, était devenue l'épicentre d'un conflit national. Et le général Vanessa Montgomery, désormais libre, a refusé les logements somptueux offerts par les responsables militaires, choisissant plutôt de rendre visite à sa tante Joséphine dans la modeste maison du quartier historiquement noir de Pinewood. Leurs retrouvailles, loin des caméras, ont offert un moment de chaleur et d'ancrage au milieu de la tempête. Après avoir partagé un petit déjeuner simple fait maison, Montgomery a organisé une rencontre avec les dirigeants locaux à l'historique First Baptist Church, le site d'organisation des droits civiques depuis des générations. Là, parmi les chaises pliantes et les voix de la communauté, elle écoutait non pas en tant que général, mais comme l'un d'entre eux, alors qu'Ellen Johnson, Samuel Richardson et bien d'autres témoignaient de la même discrimination à laquelle elle avait été confrontée, souvent sans recours ni reconnaissance. Leur douleur, brute et sans phare, se mêlait à sa stratégie et à sa force, créant un espace non seulement pour le témoignage, mais pour la transformation. Et dans ce sous-sol, sous le poids de tout ce qui avait été caché, la vérité a commencé à surgir. Au fil de la réunion communautaire, Vanessa a repensé à un moment clé de sa carrière militaire, qui avait profondément marqué son approche du changement institutionnel. 20 ans plus tôt, alors qu'elle était major déployée dans une zone de conflit, elle avait été victime d'une discrimination flagrante de la part d'un commandant qui avait constamment sapé son autorité et rejeté ses recommandations stratégiques, non pas en raison de leur contenu, mais en raison de préjugés sexistes et raciaux. Plutôt que de déposer une plainte officielle, même si son grief était parfaitement légitime, elle avait choisi une autre voie. Une plainte aurait pu compromettre sa carrière, elle s'est donc mise à documenter méticuleusement les pratiques discriminatoires, tout en développant d'autres canaux d'influence. Grâce à la constitution d'une coalition et à une persévérance tactique, elle a finalement mis en œuvre sa stratégie avec succès, à tel point qu'elle a été adoptée comme doctrine officielle. Pendant ce temps, le commandant qui l'avait licenciée a vu sa crédibilité décliner à cause de ses propres échecs répétés. Cette expérience a enseigné à Vanessa une vérité fondamentale, le changement institutionnel exigeait souvent davantage de patience stratégique et de réflexion systémique que la confrontation directe. Ce sont précisément ces leçons qu'elle a appliquées à la situation à Pinewood, privilégiant les réformes structurelles plutôt que la recherche d'une justification personnelle. De l'autre côté de la ville, les agents Brennan et Larsen ont vu leur confiance autrefois inébranlable s'effriter, le soutien du département s'évanouissant sous le poids de la surveillance fédérale. Convoqués séparément à des réunions avec le conseiller juridique du département, les deux agents ont découvert une dure vérité, la protection institutionnelle ne s'étendait qu'aux limites de la convenance politique. Lorsqu'on leur a présenté des documents détaillés sur leurs fautes et qu'on leur a offert une immunité limitée en échange de témoignages sur les pratiques du service, leur unité s'est brisée. S'en est suivi un spectacle de récrimination mutuelle et de rejet de responsabilité. Chacun a affirmé avoir simplement suivi les protocoles de formation ou avoir été influencé par un partenaire, plutôt que d'agir par préjugés personnels.
Leurs efforts frénétiques pour négocier des conditions favorables ont révélé la lâcheté fondamentale qui sous-tendait leur bravade passée. Cette bravade qui les poussait autrefois à nuire à autrui s'est évanouie dès que les conséquences réelles se sont présentées à eux. Le chef Gardner, conscient que sa position était devenue intenable face aux preuves de plus en plus nombreuses prouvant sa connaissance des agissements du département, a choisi de démissionner avant d'être officiellement invité à se retirer. Sa démission, soigneusement formulée, invoquait la nécessité de saisir d'autres opportunités et de permettre à une nouvelle direction de prendre les rênes en ces temps difficiles, des euphémismes transparents qui n'ont trompé personne, mais ont préservé l'apparence d'un départ volontaire, lui épargnant ainsi toute responsabilité formelle. Le départ précipité du chef a déclenché une cascade de démissions et de récusations au sein de la direction du comté, les fonctionnaires s'efforçant de prendre leur distance avec les fautes qu'ils avaient soit permises, soit ignorées. Le juge Blackman, cependant, a dû faire face à une profonde remise en question personnelle. Une enquête déontologique judiciaire menaçait désormais non seulement sa position, mais aussi l'essence même de son identité d'autorité juridique respectée. Le personnel du tribunal a constaté qu'à la suite d'une conversation privée avec le secrétaire Harrison, le juge s'était confiné dans son cabinet toute la nuit. Il avait passé ses heures à réexaminer les dossiers, ceux des accusés qu'il avait lourdement condamnés et ceux des plaintes des policiers qu'il avait trop rapidement rejetés. Sa vulnérabilité est apparue pour la première fois lorsqu'il a sollicité des entretiens avec plusieurs avocats de la défense qu'il avait autrefois traités avec dédain, recherchant activement les points de vue qu'il avait longtemps exclus. Tandis que ces changements institutionnels prenaient de l'ampleur, le secrétaire Harrison a collaboré avec le procureur général pour concevoir un cadre de surveillance fédérale pour Pinewood, transformant ainsi une affaire singulière en un moteur plus vaste de réformes structurelles. Leur stratégie a trouvé un équilibre entre la nécessité d'une responsabilisation immédiate pour les violations documentées et des mécanismes à long terme pour s'attaquer aux causes systémiques. Ces mécanismes comprenaient notamment une surveillance indépendante des pratiques policières, des commissions de surveillance civile dotées d'une réelle autorité et des programmes de formation révisés sur les préjugés implicites et les normes constitutionnelles d'application du droit. Lorsque les discussions officielles en vue d'un règlement ont débuté, Vanessa a stupéfié les responsables locaux en refusant l'importante compensation financière généralement accordée dans de tels cas. Elle a préféré insister sur des réformes structurelles assorties de critères mesurables et de conséquences applicables. Il ne s'agit pas de dommages et intérêts pour un incident isolé, a-t-elle déclaré fermement lors des négociations. Il s'agit de transformer les systèmes qui nuisent à une communauté entière depuis des générations. Sa position a déplacé l'attention des règlements civils conventionnels vers une refonte institutionnelle, utilisant son expérience comme pivot pour une réforme à l'échelle de la communauté plutôt que comme un remède personnel. S'appuyant sur leur enquête de 3 ans, les responsables du ministère de la Justice ont annoncé un décret de consentement de grande envergure pour le département de police de Pinewood. Ce décret imposait une surveillance fédérale sur le recrutement, la formation, la discipline et les relations avec la communauté. Mais les dispositions allaient plus loin, elles abordaient l'allocation des ressources, les stratégies de patrouille et les indicateurs de performance des agents, allant au-delà du simple nombre d'arrestations. À mesure que la nouvelle du jugement de consentement de Pinewood se répandait, des enquêtes similaires ont été ouvertes dans d'autres juridictions où les pratiques discriminatoires reflétaient celles observées ici. Ce qui avait commencé comme un contrôle routier de routine s'est transformé en un tournant potentiel dans la politique policière nationale, car 2 agents avaient involontairement ciblé une personne dont la position et la vision stratégique allaient transformer une injustice personnelle en réforme systémique. À 9 heures, une foule s'était rassemblée devant le palais de justice, attendant avec impatience la décision du juge Blackman. Les personnes rassemblées représentaient un échantillon représentatif de l'Amérique, unis par leur curiosité et leur espoir. La responsabilité institutionnelle pouvait-elle réellement vaincre une résistance profondément ancrée au changement? Dans la salle d'audience bondée, le général Montgomery était assis aux côtés du colonel Jenkins, son calme contrastant avec la tension grandissante. Lorsque le juge Blackman entra et rappela l'audience à l'ordre, son expression exprimait la gravité d'une décision qui allait non seulement définir cette affaire, mais aussi façonner son héritage judiciaire. Le juge Harold Blackman entra sans son air autoritaire habituel. La transformation du jour au lendemain était visible non seulement dans sa posture posée, mais aussi dans les papiers qui tremblaient légèrement dans sa main, remplaçant sa tablette numérique habituelle. Le silence se fit dans la salle d'audience. L'attention nationale s'était portée sur cette salle d'audience de comté autrefois obscure. Avant de rendre ma décision, a-t-il commencé, sa voix manquant de son timbre autoritaire habituel, je me sens obligé de m'adresser au tribunal sur des questions qui vont au-delà des détails techniques de cette affaire.
Enlevant ses lunettes de lecture, un petit geste qui humanisa instantanément le juriste habituellement austère, il continua avec une franchise inattendue. Tout au long de mes 23 années à ce poste, je me suis enorgueilli de ma fidélité au droit et de l'application impartiale de la justice. Pourtant, de récentes révélations m'ont forcé à affronter une douloureuse vérité: ma conception de l'impartialité a été compromise par des préjugés inconscients et des forces institutionnelles que je n'ai pas su reconnaître. L'aveu de faillibilité personnelle d'un juge connu depuis longtemps pour sa certitude inébranlable a provoqué des remous dans la salle d'audience, rapidement réduit au silence alors qu'il poursuivait son discours. Ma conversation avec le secrétaire Harrison a été l'occasion d'une nuit d'introspection profonde. J'ai examiné des décisions qui ont révélé des disparités que je ne peux plus justifier par les seuls principes juridiques. J'ai décelé des tendances que je refusais autrefois de voir, pourtant évidentes lorsqu'on les aborde avec honnêteté. Bien que le contenu de cette conversation privée soit resté secret, il était désormais clair que quelque chose en elle avait percé les couches protectrices de loyauté institutionnelle et de justification personnelle qui avaient longtemps protégé Blackman d'une introspection plus profonde. La Constitution promet l'égalité devant la loi non pas comme une aspiration, mais comme un droit garanti, a-t-il déclaré. Lorsque ceux chargés de la faire respecter ne parviennent pas à l'étendre à tous, le préjudice dépasse le préjudice individuel et porte atteinte au fondement de notre ordre juridique. Ce qui est arrivé au général Montgomery, a-t-il ajouté, n'était pas une anomalie. C'était le résultat prévisible de défaillances systémiques que cette juridiction a laissé s'envenimer bien trop longtemps. Ce cadre moral posé, il a rendu sa décision, plus large que quiconque ne l'aurait cru. Les officiers Brennan et Larsen ont été reconnus coupables d'avoir violé les droits constitutionnels du général Montgomery par détention illégale sans motif valable, recours à une force excessive lors de la contention et indifférence délibérée à son identité et à son statut. Le juge a surtout statué qu'il ne s'agissait pas de manquements isolés. Il reflétait des schémas départementaux plus larges qui nécessitaient des mesures correctives institutionnelles, et pas seulement individuelles. Il a ordonné des réformes radicales, une surveillance indépendante du service de police, des caméras corporelles obligatoires avec accès à un examen civil, des protocoles de formation remaniés pour lutter contre les préjugés implicites et une analyse régulière des données pour surveiller les résultats disparates de l'application de la loi. Ce qui bouleversa le plus profondément l'assistance fut sans doute l'ordre du juge Blackman de rendre publics tous les accords jusqu'alors confidentiels impliquant les forces de l'ordre de Pinewood, décision qui mit crûment en lumière des décennies de comportements fautifs systématiquement dissimulés, souvent à l'aide d'instruments juridiques qu'il avait lui-même entérinés dans un passé désormais difficile à justifier. À la fin de son procès, les agents Brennan et Larsen demeurèrent figés, blêmes, confrontés à la prise de conscience brutale que leurs actes, longtemps restés impunis, entraînaient désormais des conséquences pénales bien réelles, et tandis que le procureur fédéral se levait pour annoncer les actes d'accusation officiels, violation des droits civiques sous couvert d'autorité, séquestration arbitraire et établissement de faux rapports de police, les regards se tournèrent vers eux avec une intensité lourde de jugement, comme si leur chute personnifiait celle d'un système tout entier. Le symbole était saisissant lorsque les marshals fédéraux leur passèrent les menottes au poignet, ces mêmes agents qui avaient autrefois plaqué au sol le général Montgomery se retrouvaient à leur tour contraints, non plus figures d'autorité mais accusés devant la justice, appelés à répondre des abus qu'ils avaient si longtemps infligés à autrui avec arrogance. La procureure Patricia Reynolds, attentive comme toujours au vent changeant de la politique, s'approcha à son tour de la barre et annonça sa démission avec effet immédiat, invoquant de vagues raisons personnelles, sans jamais mentionner sa propre responsabilité dans la perpétuation des structures discriminatoires qu'elle avait servies en silence. Sa fuite précipitée laissa vacant un poste crucial, bientôt occupé par une figure inattendue mais hautement symbolique, la mère de Marcus Washington, avocate de la défense depuis des décennies, dont la nomination incarna un basculement radical des priorités du parquet, désormais tourné non plus vers la seule course aux condamnations, mais vers la quête d'une justice authentique, humaine, restauratrice. Après les cérémonies officielles, le général Montgomery s'avança lentement pour prononcer la déclaration que le pays tout entier attendait, se tenant droite sur les marches du palais de justice, en uniforme complet, les décorations militaires resplendissantes sur sa poitrine vibrant sous la lumière du soleil, elle prit la parole avec cette clarté posée et ce calme contenu qui trahissait la conscience aiguë qu'elle avait de la portée historique de ce moment. Ce qui s'est produit à Pinewood, déclara-t-elle d'une voix ferme mais mesurée, n'est pas un simple dérapage individuel, mais le miroir d'un effondrement systémique, reflet d'un dysfonctionnement profond qui affecte des milliers, des millions d'Américains, ceux qui n'ont ni les ressources, ni la visibilité, ni le statut qui, dans mon cas, ont transformé une indignité personnelle en levier de réforme. Elle reconnut sans détour le privilège qui avait fait de sa détention un catalyseur au lieu d'un oubli douloureux, ajoutant que
la véritable justice ne consiste pas à punir quelques actes isolés, mais à désassembler les structures mêmes qui rendent ces actes inévitables, avec une constance effraie. Repoussant toute idée de vengeance personnelle, Vanessa orienta le regard de la nation vers les possibilités systémiques qui s'ouvraient désormais, annonçant le lancement d'un ambitieux partenariat militaro-civil permettant aux forces de l'ordre de bénéficier de formations auparavant réservées au personnel militaire, incluant les techniques de désescalade, la reconnaissance des biais implicites et les standards constitutionnels d'interaction avec les citoyens. Approuvée par le secrétaire à la Défense en personne, cette initiative élargit l'impact du séisme de Pinewood bien au-delà des frontières du comté, esquissant une réponse institutionnelle aux échos d'une crise nationale. Elle révéla ensuite qu'elle venait d'être nommée à la tête d'un groupe de travail national sur la responsabilité policière, rôle inédit qui mobiliserait son intelligence stratégique et son expertise du fonctionnement institutionnel afin de mener à bien des réformes à l'échelle fédérale, traversant les frontières administratives, brisant les inerties anciennes. Puis elle annonça que Marcus Washington, cet adolescent dont la vidéo avait constitué une pièce centrale du dossier, recevrait une bourse complète pour intégrer l'académie militaire dans le cadre d'un nouveau programme récompensant les contributions civiles à la défense des principes constitutionnels, reconnaissance solennelle de son courage silencieux, de cette décision instinctive qui avait tout changé. Ce soir-là, alors que les caméras s'éloignaient et que le tumulte médiatique laissait place à un calme nouveau, Vanessa retourna à l'origine même de son voyage à Pinewood, un moment d'intimité et de repos auprès de tante Joséphine, cette femme discrète dont la modeste maison abritait une sagesse transmise de génération en génération. Dans cette maison sans faste mais pleine d'histoire, les discussions prirent un autre ton, plus doux, plus ancien, rappelant les luttes passées, les marches silencieuses, les douleurs tues par les aïeuls qui avaient enduré bien pire, sans grade ni décoration, avec pour seule ressource la foi et la ténacité. Ta grand-mère serait fière, murmura Joséphine avec émotion, elle disait toujours que le vrai changement se produit quand la préparation rencontre l'opportunité, et toi, tu étais prête quand ce moment est venu. 6 mois plus tard, la métamorphose prit une forme tangible et durable lorsque le département de police de Pinewood accueillit sa nouvelle chef, le docteur Hélène Simmons, militante emblématique des droits civiques dont la nomination incarnait une rupture assumée avec les pratiques du passé, non pas une simple réforme cosmétique, mais une renaissance profonde, une refondation morale. Sous sa direction éclairée, le département non seulement respecta les exigences du décret de consentement, mais alla bien au-delà, développant de nouveaux modèles d'engagement communautaire, de transparence et de responsabilité policière qui attirèrent rapidement l'attention d'autres villes à la recherche de transformation. Certes, des résistances persistèrent, mais les signes de progrès se multiplièrent, diminution notable des inégalités d'application des lois, confiance retrouvée de la population, amélioration du moral des agents qui voyaient désormais le professionnalisme supplanter les pratiques punitives. Durant toute cette transition, le général Montgomery demeura présente, non pas comme une superviseure omniprésente, mais comme une alliée stratégique, laissant l'appropriation du changement à la communauté elle-même, convaincue que la durabilité ne vient jamais de l'extérieur, mais de l'ancrage intérieur d'un peuple prêt à se relever. Et lorsqu'elle revint enfin au Pentagone pour sa cérémonie de nomination officielle, ce ne furent ni ses victoires militaires ni ses états de service au combat qui furent mis à l'honneur, mais sa patience stratégique, sa dignité silencieuse, cette force calme qui avait transformé une humiliation personnelle en un éveil national. Le plus grand service rendu par le général Montgomery, déclara le président, ne réside peut-être pas dans ses stratégies militaires mais dans la démonstration éclatante que le courage, le silence et la vision peuvent accomplir ce que la confrontation immédiate échoue souvent à provoquer. Car son silence, durant cette épreuve, n'avait jamais été une soumission mais une stratégie, un choix conscient, une arme d'une puissance redoutable, qui avait permis aux systèmes défaillants de se dévoiler d'eux-mêmes, par leurs propres contradictions, sans être détournés par la rhétorique de l'affrontement. En choisissant la retenue plutôt que la réaction, elle avait ouvert un espace où la transformation devint possible, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui, dans l'ombre, subissent les mêmes injustices sans le bouclier de son rang ou l'écho de sa notoriété. Et c'est ainsi qu'elle montra au monde qu'un silence stratégique, lorsqu'il est habité par la justice, peut faire plus de bruit qu'un millier de cris. Et 6 mois plus tard, alors que les échos de Pinewood résonnaient encore dans les salles de presse et les couloirs institutionnels du pays, ce n'était plus seulement un comté qui se transformait, mais un modèle entier de gouvernance, de justice et de rapport à l'autorité, le nom de Pinewood devenant synonyme d'un renouveau que peu auraient cru possible un an plus tôt. Le général Montgomery, fidèle à sa méthode fondée sur la stratégie plus que sur le spectaculaire, continua à œuvrer en arrière-plan, présidant le groupe de travail national sur la responsabilité des forces de l'ordre avec une rigueur méthodique et une vision transversale, s'appuyant sur les leçons tirées de l'affaire Pinewood pour élaborer des recommandations de portée fédérale,
influençant la révision des pratiques policières bien au-delà du comté, injectant les principes de justice constitutionnelle dans les formations, les protocoles d'intervention et les mécanismes de reddition de comptes. Elle insista, à chaque étape, pour que ces réformes ne soient pas imposées comme des injonctions extérieures, mais portées de l'intérieur par les communautés elles-mêmes, car elle savait mieux que quiconque qu'un changement durable ne se décrète pas, il se construit, il s'incarne dans les gens, les mentalités, les histoires partagées. Lorsque l'heure de sa cérémonie de reconnaissance officielle au Pentagone arriva, ce ne fut pas une célébration martiale qu'on lui offrit, mais un hommage solennel à la force tranquille qu'elle avait incarnée. Le président et le secrétaire Harrison, côte à côte, lui remirent une distinction rare, saluant non pas un acte d'héroïsme militaire, mais une démonstration de courage moral, de lucidité institutionnelle et de foi stratégique dans les capacités de transformation des systèmes, même les plus enracinés dans l'injustice. Le plus grand service que le général Montgomery a rendu à cette nation, déclara le président d'une voix grave, ne se mesure pas en victoire sur le champ de bataille, mais dans sa capacité à transformer une humiliation subie en levier de réforme, à faire d'un moment d'oppression un tournant pour l'histoire collective. Pendant que les caméras fixaient cet instant solennel, que les applaudissements résonnaient dans la salle aux murs tapissés de décorations, Vanessa Montgomery, elle, resta intérieurement absorbée par une seule question, celle que tant de gens lui avaient posée tout au long de cette épreuve: pourquoi était-elle restée si calme? Pourquoi n'avait-elle pas immédiatement fait valoir son autorité ce jour-là, sur le bord de la route, face aux agents qui l'avaient humiliée? La réponse, désormais limpide, se révéla pleinement: ce calme n'était pas de la soumission, ni de la peur, ni de la résignation, mais une forme supérieure de force, un choix tactique mûrement réfléchi, la conscience que parfois, le silence révèle davantage que les cris, qu'il laisse les systèmes dévoiler d'eux-mêmes leur propre absurdité, leur propre injustice, sans donner prise à la rhétorique de la colère ou de la victimisation. En choisissant la patience stratégique plutôt que la riposte immédiate, elle avait ouvert un espace inédit, un vide fertile dans lequel la vérité avait pu apparaître sans filtre, sans détour, exposée dans toute sa nudité aux yeux de tous, et ce choix, bien que coûteux en apparence, avait permis un renversement d'une ampleur que peu de confrontations auraient pu provoquer. Son entraînement militaire, son expérience du commandement et de l'analyse tactique lui avaient donné les outils pour penser non en termes de réaction émotionnelle, mais de transformation structurelle, et c'est cette discipline, cette retenue calculée, qui avait permis à son histoire de devenir celle de tant d'autres. Car en fin de compte, sa plus grande victoire ne fut pas de voir les agents responsables menottés, ni les figures complices démissionner, mais de constater que Pinewood, ce petit comté anonyme, était devenu le foyer d'un espoir nouveau, d'un modèle national de réforme, d'un signal envoyé à tous ceux qui subissent, tous ceux qui résistent, que le changement est possible quand il s'ancre dans la vérité, la stratégie et la justice.